Bonjour, Sergi, c'est la chambre du mardi. On est mercredi matin et là je m'en vais non pas à mon école d'art mais juste littéraire. Je vais parler entre 20 minutes, une demi-heure et j'aurais voulu là juste comme une sorte de répète, euh, juste serrer un petit peu les suites de questions. Il y a longtemps que j'ai pas parlé justement sur ces questions du boulot de l'atelier d'écriture et comment le conduire. C'est parti. Je fais clap, mais j'en ai pas besoin, je suis directement sur le micro appareil photo. La première question, c'est dans une rencontre qu'on a fait il y a à peine 2 semaines d'ailleurs, où j'étais confronté à Arnaud Bertina, écrivain, ami, j'ai beaucoup de respect, qui intervient lui justement dans ce master à création littéraire. Et l'accent était plutôt mis sur nos démarches personnelles, nos boulots perso, mais pour moi, ça ne se sépare pas d'avec justement ce qu'on met en recherche comme ça dans le pot commun, non pas avec une verticalisation. Je ne viens pas apprendre à quelqu'un à écrire ou à devenir écrivain. Non, on est dans la... c'est ça que ça demande à nous-mêmes, cette espèce de bond en avant où on se met dans la condition de qu'est-ce qu'on cherche à cet endroit, comment se formule ce qu'on cherche, quel rapport à la langue, quelle friction avec le réel. Quelle forme ça organise et quoi faire de ces formes, comment les mettre en tension, en vibration. Et là, il y a eu cette question de Violaine Houdard-Méraud. Violaine est celle qui a fondé ce master création littéraire. Et celui-là, elle lance ça comme une bombe. Et la réécriture. Qu'est-ce qu'on fait d'un texte une fois qu'il est écrit? Alors évidemment, c'est le cœur du boulot. Mais évidemment aussi, si on est en débat public, on est dans la ruse, dans quelque chose, mais pas tant que ça. Ce que j'ai répondu à Violaine, c'est que la réécriture pour moi était un problème très mineur dans la logique de ce que je cherchais à développer. Et c'est peut-être ça, par exemple, sur quoi je voudrais partir ce matin. En quoi et pour moi, ça fait peut-être un virage qui s'est amorcé il y a 4 ou 5 ans de façon plus consciente, quand on prépare nos exercices d'écriture, quand on s'installe comme ça dans l'espace de la proposition. Comment notre espace, mentalement, c'est pas aller à un point et développer de l'écriture. À partir de ce point, c'est savoir à quel point commencera ce qui va surgir librement pour l'écriture et se rallier à celui qui écrit dans sa confrontation arbitraire avec ce qui se produit. Et que nous, le boulot, c'est de savoir organiser des propositions qui soient en amont, des propositions qui soient de préparer la posture, la tension, ou l'attention en un seul mot, à l'apostrophe, de l'écriture pour qu'elle accueille, pour qu'elle lâche prise, pour qu'elle se lance. Et ça a l'air un petit peu rhétorique, et pourtant j'ai l'impression que par exemple toute l'année je n'aurais fait que travailler là-dessus. Non pas une question de méthodologie, comment on s'y prend avec un carnet, avec un brouillon, avec un ordi, non, même pas. Comment on fabrique de l'écriture en amont de la prise d'écriture pour que cette prise d'écriture s'insère dans quelque chose qui est déjà en mouvement et se développe. Je pense que plus j'avance dans les textes, Proust a attendu 37 ans pour son longtemps je me suis couché de bonheur. Il y a cette phrase d'Aragon, je n'ai jamais appris à écrire, ou les Incipits, c'est le titre d'un de ses livres les plus intéressants justement sur la question de l'écriture, sur l'art de recopier à la main, parce que si on recopie à la main, la lecture c'est comme passer dans un paysage à vélo, l'autre c'est la marche à pied. Bon, je ne détaille pas trop de trucs, mais pour moi, la question, par exemple, y compris quand il s'agit d'écrire tous les jours, hein, quand on, et du bien, de la volonté, de la nécessité, de ce qu'il y a à s'appliquer à soi-même, des intentionnalités, des disciplines. Dire, comme Kafka écrivait tous les jours, une fois à la fin de sa sieste, vers 14h30, assez brièvement, travaillant sur les rêves, sur les sensations diurnes, et retravaillait, par contre, là, de 22h30 à 1h du matin, ou toute la nuit, selon si ça écrivait ou pas, mais des fois c'était juste ça s'arrêtait. Donc il y a une intentionnalité à développer, mais même cette intentionnalité, on a à la développer depuis des bases. Donc pour moi, ça c'est un chantier, et un chantier de proposition qui pour moi est complètement neuf. On va encore travailler là-dessus, ça fait 3 semaines qu'on travaille sur ces trucs avec des exercices
à cause de Violaine, que je développe spécialement pour ça. Comment préparer pour soi-même, dans sa discipline, mais ce qu'on fait en atelier, comment ouvrir un espace de méthode qui soit ce qui peut rendre possible comment tout se joue dans le premier jet. Évidemment, après, on peut tout chipoter, tout reprendre, tout corriger, tout améliorer, poser des questions de forme, etc. Et on le fait tous les jours. Je vais y revenir. Mais ce qui s'écrit comme ça, dans ce premier moment de confrontation, pour moi, c'est le visage, c'est l'inouï, c'est ce sur quoi on ne pourra pas revenir. Et donc, le boulot, c'est de le préparer. Ça, ce sera mon point 1. La deuxième question qui est venue, c'est ce qui peut séparer un dispositif universitaire, les masters création littéraire. C'est qu'il y a plusieurs dont j'estime particulièrement le travail. Paris 8, à Saint-Denis, avec lequel on échange constamment et très étroitement. Il y a le master qui est très singulier à l'école d'art du Havre, en partenariat avec la fac. C'est Laure Limongi qui est aux manettes, sur des options sans doute différentes des miennes, avec un côté plus sur les objets graphiques peut-être. Mais en tout cas, là encore, plein estime, plein respect. Je suis constamment Là, ils viennent de faire un workshop avec le guitariste Olivier Mélano. Waouh, quel culot, parce que j'aurais aimé faire ça. Il y a aussi un autre master dans une école d'art à la Cambre, à Bruxelles. On vient de faire un échange d'étudiants. Ne baratinons pas. C'est quoi ce qui m'intéresse là? C'est ce que l'art contemporain a découvert depuis Baye. C'est ce que Paul Arden nomme l'art contextuel. C'est-à-dire comment une dimension essentielle de l'écriture contemporaine, mais qui n'est pas forcément liée à l'urbain et à l'action. Par exemple, Henri Michaud, on attaque des bassins de mots, des collections de bassins de mots. Pour ça, parfois, il est qualifié de poète, ce qui est, à mon avis, un contresens majeur. Ensuite, on réorganise des micro-bassins qu'il appelle faits divers, proverbes, des choses d'une ligne, deux lignes, trois lignes, aphorismes, micro-figures de récit, à partir de ces premières chutes verticales. Ensuite, ces choses-là, on continue de les développer sous forme de variations, récits, et l'ensemble fabrique un livre. Le livre, c'est non pas le récit qu'on aura développé à partir d'un point où on serait arrivé, c'est comment on a construit un point de départ vers le livre suivant. Mais le livre, c'est l'assemblage de cette quête, ce chemin, c'est-à-dire ce qu'on traverse dans l'écriture. On a chez Michaud le livre qui s'installe sur ce que j'appellerais un parcours de l'amont, en pensant à ce magnifique titre de René Char, Retour amont, qui désigne autre chose d'ailleurs. Qu'est-ce que nous, on peut en faire dans cette confrontation art et écriture? Dans la physique, pour les scientifiques, les savants, c'est quelque chose d'extrêmement maîtrisé et connu. Quelque chose est invisible, où on ne peut pas le formaliser parce que c'est stable. On induit une expérience qui va déstabiliser cet état de réel. Ce qu'on va écrire, c'est juste cette déstabilisation. On n'en saura pas plus sur ce qu'il y a au-delà, mais le principe de dérangement, appelons ça comme ça, va vous permettre de formaliser des choses entre ça et l'inconnu. Et cet espace entre ça et l'inconnu devient l'emprise physique sur le phénomène qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est prétentieux de dire qu'on a la même chose pour l'écriture? En art contemporain, on le sait, c'est ces questions de la performance, depuis Michel Journiac, Gina Pan, pour laquelle aussi, c'est pas une vénération, les entretiens de Gina Pan, pour moi, sont des documents d'écriture de littérature contemporaine. Le réel, complexe, confus, profus, hostile, des tas de choses dissimulées, sa part économique, c'est comment viennent à nous l'oligarchie, la maîtrise de signes comme ça, normalisés. Pourtant, on a affaire. On dérange un tout petit quelque chose en amont. Et ce qu'on écrit, c'est pas cette profusion inconnue. Ce qu'on écrit, c'est cette action qu'on a mis au point pour le déranger. J'ai une étudiante qui a fait ça il y a 3 ans déjà. Juste entre sa chambre et la station de métro, il y avait 250 mètres. 80 fois de suite, elle a organisé quelque chose. Je laisse un objet, je vois sur la main s'il y a encore. Je ramasse, je m'oblige à ramasser un objet. Je dis bonjour à toutes les personnes que je croise, etc., etc. 80 propositions.
ce qu'on savait de la rue, ce qu'on savait du morceau, ce qu'on savait de la ville. Le livre est passionnant. Et puis maintenant, elle fait autre chose. Elle n'a pas continué vers l'écriture. Mais vous voyez, ces 80 actions, le récit concernait ces 80 choses qu'on dérange. Je vais passer vite parce que là, il s'agit d'empiler une suite de questions. C'est pas nouveau. Par exemple, c'est une vieille scie, ceux qui me connaissent le savent, l'importance pour moi de travailler avec Espèce d'espace de Georges Perec, et en particulier ce qu'il nomme ces exercices ou ces travaux pratiques. Et vous savez que l'art du livre Espèce d'espace de Perec, c'est que ce qu'il développe en tant qu'exercice dans ce livre, lui, les réalise pour lui, mais les réalise ailleurs, en étoile. On a les germes de W, les germes de la vie mode d'emploi, les germes de la plupart des textes écrits dans l'infraordinaire ou pensée classée, je ne m'attarde pas. Par contre, un élément qui en ce moment me tarabuste, vous prenez ces exercices que Georges Perec écrit en 1973. C'est vachement important. C'est le moment, par exemple, de la fin de la construction du World Trade Center. C'est la fin du bouclage du périphérique parisien. Par exemple, la notion de maison individuelle n'existe pas chez Georges Perec. Là, on parle d'immeubles, donc de maisons jointives de ville, et donc on a un état bien particulier de la ville, encore d'ailleurs haussmannienne, contrairement à beaucoup de réflexions qu'on a aujourd'hui, je pense. Livre de Michel Musso, Hyperlieu, je pense au travail de Jean-Christophe Bailly avec la phrase urbaine ou dépaysement. Pareil, j'installe des contextes, ou London Orbital de Iain Sinclair. Ce qui m'intéresse par contre, comme indice, récemment j'ai enregistré là dans cette chaîne un texte de Guy Debord et de ses copains dans cette période de cette revue. Il y avait la revue Potlatch, il y avait la revue Les idées nues. C'est des textes sur l'idée de dérive et l'idée, vous savez, de psychogéographie. Et en 56-58, Debord et ses copains de lettristes, qui est devenu ensuite ce mouvement comme ça situationniste, bien avant la société du spectacle qui nous aveugle un peu sur cette richesse comme ça du travail collectif entrepris par Debord. Comment je reconstitue des cartes de la ville? Comment la ville peut être constituée de cette superposition de cartes affectives? Évidemment, les psychogéographies de Guy Debord, ces films, tiens, prochain point, constituent comme ça un décalage dans... oui, constitue précisément ce premier fondement de ce que je cherche ici à vouloir dire. Comment on raconte, non pas la façon dont Flaubert décrit le village où vit Madame Bovary, avec sa pharmacie, sa diligence, son médecin et ses comices agricoles, non pas comme Balzac promène un personnage dans des intérieurs, non pas comme Proust dissout son narrateur et organise cette espèce de symphonie de tout ce que les gens répondent ou disent à ce narrateur qui les fascine tellement, et nous on ne sait pas pourquoi. Ce qui est fascinant dans l'atelier d'écriture, ça pour moi depuis le début, c'est comment ce qui ne m'est pas accessible de la réalité peut devenir comme ça mon propre échange radical, profond avec la réalité, parce que des énonciateurs parce qu'on en fait la somme comme ça, d'énonciateurs différents, disjoints, mais qui chacun fabrique une parcelle d'une réalité qui n'est pas quelque chose d'objectif au-delà de nous, mais qui est la somme de toutes ces micro-relations que chacun y organise. Je ne le développe pas. Qu'est-ce qui est important? Juste ça. Par exemple, parce que la littérature n'était pas prête à accepter ce déplacement de la notion d'auteur qu'on voit évoluer de Balzac à Flaubert, de Flaubert à Proust, et de Proust à et Faulkner, cette espèce de triangle comme ça majeur pour nous, triangle où il y a Joyce aussi, mais bon, laissons Kafka, Faulkner, Proust, et puis d'où se génère cette espèce de grand mouvement qui nous emporte. Il y a les Claude Simon, les Gracq, etc., qui est notre atelier aujourd'hui. Pour moi, c'est la tâche constamment, c'est pour ça que j'aime ce job, d'ouvrir cet espace-là, de permettre son appropriation, et de permettre son appropriation en tant qu'expérience personnelle, en tant qu'expérience du monde, et non pas en tant qu'impératif de lire. La lecture, c'est le bain, c'est la discipline, c'est l'apprentissage,
C'est le parcours mental dans l'amont, dans l'attente, presque dans l'interdit, dans la préparation de l'écriture. Ce titre magnifique de Roland Barthes, la préparation du roman. Alors on n'était pas prêt à prendre pour la littérature un déplacement qui s'était initié dans l'art contemporain. Quand on s'en est aperçu, on a commencé par prendre espèce d'espace. Aujourd'hui, découvrir que par exemple, avec les psychogéographies et les théories de la dérive de Debord et ses copains, ces choses-là venaient de bien plus loin, simplement qu'on ne savait pas les entendre. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire de travailler pour l'écriture, non pas sur un modèle de texte, et on y va, c'est ce qui me sépare, je pense, très radicalement, par exemple du creative writing à l'américaine. Encore qu'eux aussi sont en train de changer, et eux aussi maintenant, ils écoutent de près ce qu'on est en train de fabriquer là-dedans. Mais ce qui me sépare aussi probablement d'une certaine part de ce qui est fait chez mes collègues de Paris 8 ou de la Cambre, à partir d'une certaine stabilité de forme. Je ne vais pas plus loin, mais par exemple, le roman comme exercice et le roman comme mesure de la part de création qu'on va faire dans ce parcours étudiant. Comment on déplace, comment on installe un champ et un concept de l'expérience, et que ce récit de l'expérience devient forme littéraire, et que ce faisant, on découvre qu'on coïncide avec aussi une certaine description dans ou de l'histoire littéraire. Là, je suis dans mon élément. C'était la fin du volet 2, je passe au volet 3. Le volet 3, il est pour moi, il s'ancre dans toujours, qu'est-ce que ça veut dire d'enseigner en école d'art ? J'en ai déjà parlé plusieurs fois, ce qui m'attache à ce job, malgré les colères que je me prends à répétition, malgré la misère des moyens qui nous sont confiés, malgré toutes ces petites contingences. Même c'est pas facile de faire reconnaître l'écriture comme discipline autonome dans ce qu'on continue d'appeler les beaux-arts, etc. etc. Je passe. Ce qui m'intéresse, c'est que même dans un tout petit bassin comme le mien, 230 étudiants, je vois en gros, comme chaque prof, je pense que chaque prof connaît environ 50-60 étudiants. Chaque prof doit connaître un petit tiers de l'école. Connaître, j'entends relation de travail, justement. C'est pour moi un combat, en particulier dans le premier cycle, de faire comprendre l'ensemble de ces 230 que l'écriture, ce n'est pas réservé, parce que c'est simplement la littérature, le langage mis en réflexion. Et pourtant, c'est ce qu'on nomme ailleurs plafond de verre, c'est-à-dire cet état symbolique d'une porte. Ma porte de l'amphi, en général, c'est ce petit amphi que j'ai souvent vu dans mes vidéos, cette espèce de grosse cage gris foncé, qui n'a pas de ventilation, ça pue, etc. Mais bon, pour moi, on y est bien, ça ressemble un peu au Stambourg de Samuel Beckett, les petites niches, puis ceux qui montent avec des échelles qui redescendent. Comment ce texte m'importe. Je prends toujours un espèce de prospectus, je cale la porte pour qu'elle reste ouverte. Malgré ça, cette symbolique de la porte, qu'est-ce qu'il est difficile de la casser. C'est-à-dire comment il y a une intériorisation sociale, collective, de dire la littérature, c'est pas pour moi. Cette pratique du lire, on en est déjà détaché. Bon, ça, c'est mon enjeu personnel et quelque chose, je le répète, qui fait que j'aime ce job, contrairement, et là encore, qui donne une spécificité à nous qui intervenons en école d'art, spécificité politique aussi. Il y a 43 écoles, on est 3 profs à avoir des postes de titulaires. Laure Limongi au Havre, Jérôme Moche à Lyon, il y a plein d'autres intervenants, Hélène Gaudy, Nicolas Tardy, il y en a Jean Spitalier, etc. Des gens qui interviennent régulièrement, Charles Penquin dans les écoles d'art. Mais c'est toujours sur des bases comme ça de workshop, de pointillés. À quel moment une quelconque démarche en école d'art n'est pas susceptible d'en appeler au langage ? Et pas forcément pour l'espace théorique et critique, comme aux Beaux-Arts de Paris, où on payait pour le cours magistral qu'a le poste qu'a tenu ensuite Pierre Bergougnoux et qu'assume maintenant Pierre Alféry, où on me disait « fais les ateliers, mais ça ne nous regarde pas ». Là, on est toujours dans un champ, une tension. C'était une digression.
Mais c'est là où d'avoir signé comme ça ces partenariats, j'allais dire ces fraternités, ce qui est pas du tout le mot choisi pour des bonnes conventions lourdes écrites entre des établissements respectables, mais qui font que j'accueille dans mon amphi des étudiants du master création littéraire de la fac de Cergy ou du master Paris 8, que réciproquement des élèves à nous peuvent continuer après diplôme dans ces masters création littéraire et à Paris 8 et à l'UCP. C'est en quoi l'écriture, j'allais dire, le carnet de l'écrivain est toujours pluriel. Le carnet de l'écrivain, il documente, il dessine, il se saisit des images, des gravures, des peintures. Et il y a toujours eu ça. Le carnet d'écrivain est toujours un composite. En quoi, à partir de l'imprimerie, pour simplifier, la projection de ce carnet composite, de ce geste composite, qui inclut la voix, comment vous échangez, comment vous parlez le texte, ça va jusqu'à Baudelaire et Flaubert. Et comment ce monde-là qui se sculpte dans la forme, qui se sculpte dans le temps, dans l'accumulation des brouillons, dans les ajouts de brouillons, pensez aux suites de manuscrits de Balzac, pensez aux paperoles de Proust, se projette dans l'univers provisoirement fixe, ce que j'essayais de montrer après le livre pour Baudelaire, pour Kafka, il n'y a pas d'état fixe définitif de cet objet 8 angles, 6 faces, c'est ça, donc un objet volumique qu'on tire en multiples exemplaires et qui partent comme ça chacun à l'aventure à l'identique, contrairement au fichier numérique qui est constamment repuisé de la même source, de la même page web. Cette projection se fait dans un monde univoque, un monde linéaire, le temps organisé de la lecture, même si l'intérieur volumique du livre casse cette linéarité avec sa complexité, ses allers-retours, avec ce que vous y inscrivez de votre propre temps de lecture, reste pas moins qu'elle s'inscrit sur ce qu'on nomme aujourd'hui un média. L'impression faisant la part comme ça principale au langage énonçable. En accord d'ailleurs par exemple avec le travail de fond que fait Lionel Ruffel, une master création Paris 8 sur ce concept, c'est en quoi le concept de publication, quand il redevient central, quand on examine cette relation du langage à ce qu'il désigne, de comment on focalise comme ça, comment on projette le langage, comment ça s'organise dans cette boule malléable, et que cette boule malléable elle-même devient aventure de lecteur, si on replace ça, si on le sort de la logique du livre et qu'on le place dans la logique de publication, alors elle se réouvre à ces autres paramètres, ces paramètres sociaux, est-ce que l'auteur est un ou collectif, ces paramètres de vecteurs de support, de vecteurs temporels. Qu'est-ce qui se passe quand j'inclus ce que je dis comme ça par l'expérience de la vidéo qui me force à être en amont dans l'improvisation de parole, même si l'improvisation, je l'ai cogité une partie de la nuit et des journées précédentes, et que je vais m'en servir comme base pour l'autre improvisation que je vais faire dans 2 heures d'ici, en direct dans l'amphi, et que j'aurais faite au moment où vous regardez cette vidéo, mais que je réenclos comme ça dans un temps linéaire, celui que vous m'accordez en visionnant ce truc-là, alors qu'en même temps s'ouvrent par exemple d'autres usages, c'est-à-dire que désormais notre usage de la vidéo, parce qu'on n'est plus dans le cinéma avec la lampe derrière nous et puis l'écran et puis garde ton cul dans le fauteuil et mange ton popcorn, fait qu'on a appris très récemment, qu'on est en train d'apprendre, faites-le si vous voulez, tant que vous voulez, à réexaminer les vidéos, à feuilleter les vidéos, comme ça en déplaçant le petit curseur, en allant voir, en revenant, et que ce principe comme ça peut développer aussi des formes narratives. En ce moment, on travaille sur un biopic Lovecraft qu'on voudrait faire en caméra 360, où l'idée c'est que si vous regardez transversalement le champ, un point, une porte, une fenêtre, un objet, si votre attention se fixe un instant sur un objet comme ça dans un coin particulier du champ, vous ouvrez une autre pièce et que donc à mesure que vous revisionnerez cette vidéo, vous pourrez, c'est différent des expériences jeu ou 3D, j'entre pas plus dans le détail, mais comment une narration peut utiliser ce temps linéaire
pour réinventer des bifurcations, des arborescences que le livre, là où le livre lui fixait. Alors en école d'art, évidemment, c'est plus simple. Je ne sais pas. Il se trouve que par exemple le mercredi matin, par celui-ci, j'ai un espace de 2 heures où vient qui veut, raconte présente son travail en cours. Eh ben, ce travail en cours, ça peut être des séquences d'édition photo sans texte. J'ai vu ça la semaine dernière, mais avec un principe aussi, là encore, de publication sous forme de livret, etc. Mais c'est beaucoup de films, y compris des films sans images avec que des organisations matérielles de texte. Il y a longtemps qu'on s'est traité ces objets-là. Mais vous voyez, en quoi? Où évidemment la performance, la voix, et j'ai jamais prétendu que d'être 2 jours par semaine dans ce bain ne m'ait pas aussi contribué à me déplacer dans mes pratiques ou dans ma conception intérieure. Alors là, justement, dialogue de fond avec mes collègues des masters création littéraire. En quoi ce déplacement-là nous concerne tous et que simplement l'accent sur le livre et les références au savoir qu'on peut lier comme ça au fonctionnement de langage, au savoir linguistique, sémantique, tout ce qu'on organise sur la narratologie. Je pense que Lionel Ruffel, par exemple, est 1000 fois plus fort que moi quand il parle de l'art de la fiction de Schaeffer, des livres comme ça qui nous sont essentiels. Là où peut-être qu'en école d'art, je peux m'ancrer plus dans ce fonctionnement que j'allais dire, pas saltimbanque, mais ancré sur la pratique, qu'en même temps, c'est ça qu'on défend. En quoi la littérature est d'abord une pratique. Dernier point. Chose qui, pour moi, je me souviens, s'est amorcée un petit peu avant que je parte au Québec, en 2009. J'avais vu paraître comme ça, et je m'en étais moqué sur mon site, mais je crois, bon, il y a un espace de mon site qui est justement inaccessible et gommé, c'est tous les articles que je supprime par la suite. Parce que justement on évolue et qu'on peut être maître aussi de cette trace. C'est des logiques qui m'intéressent. En quoi j'avais vu arriver des trucs de tutorat. Et ce truc-là m'énervait. C'est-à-dire qui je serais pour prétendre à devenir tuteur, guide. Ce truc qui me choquait au tréfonds. Et en même temps, dès que j'étais au Québec, la façon dont ils m'ont accueilli avec cette simplicité, cette générosité, même si rien n'était simple et tout ça, c'était de m'associer comme ça à la suivi de master de création. Parce que ce qu'on appelait déjà évidemment comme ça avec un tour d'avance. Et donc j'avais un bureau, ce qui n'est pas le cas ici dans l'école où je suis. Je n'ai même pas d'endroit quasi où mettre mes bouquins. C'est comme ça fait partie du mode d'emploi. Mais cette notion de bureau au Québec, qui voulait dire simplement que la porte était ouverte à tout moment, dans mes heures de présence fac, pour qu'un étudiant vienne seul et qu'on s'attelle à deux à son projet. Depuis, je crois que je n'ai pas cessé d'avoir cette chose-là. D'abord, ça s'est organisé un petit peu comme périphérie. C'est-à-dire, je fais mon atelier d'écriture et parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui est avec moi dans l'atelier d'écriture, ou plus fréquemment, puisque ce rapport ne cesse jamais, quelqu'un que j'ai connu dans le cadre de l'atelier d'écriture arrive avec un projet, un état de développement là, vraiment sur toute la chaîne des projets, depuis l'embryon d'intuition jusqu'à la chose rédigée, etc. Ce que nous, il y a 30 ans, on trouvait dans le rapport avec l'éditeur, des Jérôme Lindon, des Bobillet, pour moi plus tard Olivier Bétournet, avec lequel je continue de travailler toujours. Je me souviens d'Éou amenant 14 pages écrites en 2 jours à Bétournet, et disant qu'est-ce que vous pensez de ça, et puis lui me disant on y va. Bon, il y a eu d'autres projets sur lesquels il a dit on n'y va pas. C'est ça ce truc-là. Je ne sais pas si l'édition est capable de le faire encore, ce travail. Par contre, on inaugure un travail social, l'atelier d'écriture, le master de création littéraire, dans lequel petit à petit on sédimente, on formalise, et par le fait qu'on échange beaucoup entre nous.
comment on y instaure une dignité. Le mot dignité, je pensais que je suis un mec venu de Bob Dylan et que Dignity, c'est une chanson de Bob Dylan. C'est un concept politique de marche dans le monde, de responsabilité dans le monde. Comment on va pas faire des chartes ou des machins comme ça, et comment, et en même temps on sait que c'est jamais un livre de recettes de cuisine. Mon livre Atelier d'écriture paru il y a 15 ans s'appelait Tous les mots sont adultes, c'est une phrase de Maurice Blanchot. Bon, on est vacciné sur ces choses. Mais comment il peut y avoir, j'allais dire un savoir commun, mais j'aime pas beaucoup cette expression qui part à toutes les sauces, un peu n'importe quoi. Je retire le n'importe quoi, mais c'est pas une expression que j'ai envie d'employer dans le contexte d'aujourd'hui, parce que lourde d'une énorme hostilité dont j'ai eu vraiment à souffrir sur l'idée qu'à vouloir se consacrer à un travail, qu'entre nous on échange. L'appareil que j'ai devant moi vaut du fric, l'ordinateur vaut du fric. Comment on s'organise entre nous pour fabriquer de nouveaux écosystèmes comme ça qui nous permettent de développer notre travail. Et c'est des choses, vous savez, on n'est pas dans le propos. Par contre, je pense que dans justement master création littéraire, et ce que je dis comme ça, espace qu'on socialise du travail de l'écriture, ces questions, y compris économiques, y compris de comment s'accaparer le travail. Est-ce que, par exemple, à l'UCP, ils demandent à leurs étudiants de faire des ateliers d'écriture en cours de route avec des publics très divers? Ça veut dire que quand on sort, on peut gagner sa thune en continuant ce travail de terrain. À Paris 8, c'est quelque chose que leur équipe, vous irez regarder leur page Facebook là, avec leur FAQ, là, les questions fréquentes, c'est quelque chose qu'eux mettent en dehors de leur cahier des charges. Tout ça, c'est des espaces de questions qui se travaillent et qui, pour nous, se travaillent avec insistance. En quoi, dans cet espace formel qu'on socialise, de travail sur l'écriture, et je répète, qui n'est pas seulement un travail de réécriture ou un travail de donner une suite à quelque chose qui est en cours. La linéarité, il y a longtemps qu'on a tous cassé avec ça. C'est comment rendre formel ce travail qu'on fait vis-à-vis d'un groupe, d'un collectif, pour qu'un travail sorte du collectif, devienne, comme ça, nous pose dans notre rapport, où on n'est plus l'auteur qui serait comme ça tuteur ou quoi que ce soit, mais comment on se détache de soi-même pour venir dans un point de travail, qu'on échange avec l'autre, face à face, vis-à-vis, dans un 2 à 2 provisoire, qui est possible parce que dans cette tension qui me sépare de moi-même, je garde mon travail personnel, je garde mon risque personnel, je garde mes aventures de nuit, je garde le temps de mon aventure d'écrire, même si elle m'éloigne ces temps-ci du livre, et que celui qui est en vis-à-vis et qui lui joue quelque chose d'énormément personnel, ce livre qui est... vous voyez, je me fais piéger. Cette forme qui est en train de s'échafauder, s'élaborer, mais qui peut être une cartographie, et qui peut être un webdoc, qui peut être un site web, je laisse, trouve cet appui et cette protection parce que en même temps, il y a ce collectif dont il se sépare un moment pour que dans cette triangulation, l'objet prenne son autonomie, son élan, et qu'on y soit tous à la fois spectateurs et acteurs d'une invention. Et là, je pense qu'on est en train, ensemble, la Master Création, École d'Art, d'être sur un territoire où on apprend à se dépatouiller. Il n'est pas neuf. Par exemple, un texte pour moi que je révère de ce point de vue-là, aux États-Unis, et je vais finir là-dessus, un type que je mets très très haut qui s'appelle John Gardner. Il a écrit un livre qui s'appelle The Heart of Fiction, Craft for the Young Writers, c'est-à-dire l'artisanat pour les jeunes auteurs, art de la fiction, artisanat pour les jeunes auteurs. Un livre qui n'est pas traduit en français, mais bon, on est sur la piste pour obtenir les droits.
il y a plein d'exercices sur mon site, vous trouverez une suite d'exercices de John Gardner. Ce qui compte, c'est un livre de Raymond Carver, vous connaissez Carver, qui s'appelle Feu, dans lequel il raconte la première fois qu'il est entré en fac et qu'il a été confronté à John Gardner. Lui, qui était un type qui faisait de la station-service, du bûcheronnage, etc., qui arrive avec un petit truc de 5 pages. Mais en même temps, c'est d'où elle surgit, d'où elle sort, la tension qui vous dit que ces 5 pages, vous y jouez votre peau. Et comment Gardner l'accompagne comme ça dans ce mouvement. En ce moment, ce qu'on est en train ensemble de travailler. Comment, quelque part, des types comme moi qui pendant 20 ans ont pu avoir leur boulot d'auteur, et puis de l'autre côté, un boulot où on organise un collectif sur un temps précis, nombre de séances, thème de travail, le régal que j'ai, aller 2 jours par an à l'école d'architectes de Nantes, 4 jours par an avec les non-francophones de Lyon où il y a Normal Sup Central, et puis le conservatoire de musique, mais qui découvrent la langue française à 20 ans, mais avec tout ce qu'ils ont comme ça, tout ce tissu d'expériences que je porte depuis 20 ans, mes expériences au centre de jeunes détenus de Bordeaux, vous voyez que ça colle pas derrière à la peau, que ça colle pas comme ça dans le crâne, et ça ne se sépare pas. Mais la question de l'atelier d'écriture, je ne dis pas qu'elle touche à un terme. Je dis qu'on la réorganise en ce moment par ce concept de publication que développe Lionel Ruffel dans un autre écosystème où ce travail du tête-à-tête, du vis-à-vis, devient formalisable parce qu'on arrive à formaliser comment on quitte soi-même son propre espace pour travailler la forme de l'autre. Et que là, il y a une bipolarisation entre ateliers. Et la notion qui fait qu'on appelle ça master de création littéraire, à la fois mobile et à la fois en développement. Je pense qu'elle rejaillit dans l'autre sens pour mes potes. Et je regrette qu'on soit si peu là sur YouTube à se balancer de la tchatch. C'est pour ça que vous revenez me répondre ici par les vôtres. Se dire à quel endroit, par exemple, quelle place est faite dans les masters création littéraire au travail d'atelier. Et en quoi, par exemple, pour moi, l'avancée dans la littérature, pourquoi je fais atelier? À quel moment, dans ce qu'on explore comme ça, nous ici, toutes les semaines? D'accord, ils ne sont pas là toutes les semaines. D'accord, moi ça fait 4 ans que je le fais, j'ai augmenté mon bassin de propositions, de techniques. Si un élève reste 3 ans, je le vire. C'est une médiation, c'est une intercession, c'est apprendre à marcher seul. Mais à quel moment cette expérimentation, comme ça, sur le monologue, le dialogue, l'intuition, le cri, et le rêve, et le cadre, et la représentation, et le réel, et ce qui est au-delà de tout ce qu'on constamment qu'on organise comme ça sur cette espèce de chaîne linéaire en baladant notre curseur et en trouvant à chaque fois une auteure, Nathalie Sarraute, qui travaille beaucoup en ce moment, qui elle a fait de ça toute sa vie à cet endroit-là sans penser à autre chose. Comment cette masse comme ça organique de textes qu'on développe, qu'on accumule, qu'on structure, à un moment donné, devient elle-même le bassin hors de nous, hors de moi qui manipule l'atelier d'écriture. J'y mets le mot aussi, manipule. Il y a des expériences qui sont sorcières. On travaille aussi sur le champ visuel, on travaille aussi sur les exercices du rêve, on travaille aussi sur la discipline de corps, etc. Et de l'autre côté, ce qui s'amorce du travail individuel, quel équilibre il y a à trouver? Comment dans les masters de création littéraire, par exemple, à Bruxelles, des copains comme Mathias Sénard ou Camille de Toledo interviennent et le font super bien dans ces masters. Ça passe pas par ce que nous on appelle atelier d'écriture. Il y a une légitimité aussi de ça. Mais cet irréductible de la pratique d'écriture collective par ce qu'elle ouvre et qu'elle développe de chantiers communs, le rapport que ça peut inclure comme ça avec la lecture de l'œuvre univoque, l'œuvre qu'on développe en son propre nom, c'est encore un truc en balance et ça fait partie aussi du dialogue. Ce sera ma conclusion, ça l'est aujourd'hui. C'est le statut de l'atelier d'écriture dans le master de création littéraire qui fait que on reste coude à coude dans cette expérience ensemble. Ciao, à bientôt. Ça ne concernera pas beaucoup d'entre vous qui auront tout vu, mais ceux qui auront tout vu, je sais qu'il y a de bonnes raisons de le faire et que ça fait partie du dialogue qu'on a déjà, puisqu'on se connaît probablement. À bientôt.